Bonsoir, Madame la ministre. Bonsoir, Madame Bégin. Le chemin Roxham est donc fermé depuis minuit 1 minute dans la nuit de vendredi à samedi. Quelle a été la situation observée sur place en fin de semaine? Bon, il faut voir que c'est sous la responsabilité du gouvernement canadien que la gestion de la frontière et du chemin Roxham. Donc, ce sera plus à ce gouvernement d'être en mesure de faire le point sur l'état de situation. Mais je crois qu'il y a eu une accalmie importante là, si on s'en remet aux articles qui ont été publiés depuis. Oui. Vous savez que les défenseurs des droits en immigration craignent que la fermeture du chemin Roxham, ça mette encore plus en péril la vie des migrants qui pourraient emprunter des passages dangereux, plus dangereux. Certains craignent qu'ils mettent carrément leur vie en danger pour traverser au Canada, pour venir au Québec. Quelle est votre position à vous là-dessus? D'une part, on est satisfait par la renégociation, la conclusion de la renégociation de l'entente sur les tiers pays sûrs, parce que ça fait en sorte que dorénavant, les demandeurs d'asile passeront essentiellement par les voies régulières pour obtenir leur statut de demandeur d'asile. Donc, c'était devenu une anomalie que de voir pratiquement le double de personnes passer par une voie irrégulière. Maintenant, il se peut que du fait de la renégociation de l'entente, qu'il y ait des tentatives pour accéder au Canada par des voies détournées. On espère que ce ne sera pas le cas et que personne ne se mettra à risque pour atteindre cet objectif-là. Mais je pense qu'il y a certainement quelques personnes qui tenteront la chose. Nous, on invite les gens à entrer via les voies régulières. Oui, justement, à ce chapitre, est-ce que vous craignez l'ouverture de d'autres passages illégaux pour entrer au Québec? Non, je ne le crains pas parce que j'ai confiance que le gouvernement canadien sera en mesure de gérer la frontière canado-américaine comme il se doit et qu'il sera en mesure d'adopter les mesures qu'il faudra pour assurer la sécurité et le contrôle adéquat tout au long de la frontière. C'est sûr qu'on a une longue frontière de 8 900 kilomètres, mais il faut voir que les technologies peuvent aider aussi à assurer un contrôle sécuritaire et je crois que le gouvernement canadien va développer et adopter les mesures qui s'imposent. Oui. Bon, revenons justement sur cette décision qui a été annoncée vendredi dans le cadre du sommet Biden-Trudeau. Bon, on le sait, le chemin Roxham, c'est un dossier qui traîne depuis des années et qu'on décide de finalement le fermer la journée même de l'annonce. Je vous demanderais, est-ce que vous avez été surprise par la rapidité d'exécution de cette décision? Bon, je dois vous dire que d'une part, ça faisait plusieurs semaines que les indications étaient à l'effet que les discussions allaient bien avec le gouvernement américain. Donc, moi, j'étais relativement confiante qu'on puisse atteindre l'objectif de conclure ces négociations-là qui avaient débuté il y a plusieurs années et qui a un trop grand nombre d'années, en fait, lors de la visite du président Biden. Donc, le suspense a été maintenu vraiment jusqu'à la toute fin. Nous, on a développé une stratégie pour faire en sorte de mettre toute la gomme sur cette possibilité que lors de la visite du président Biden soit annoncée une entente pour la renégociation de l'entente sur les tiers pays sûrs. C'est ce qui est arrivé, mais il semblerait que les négociations se sont maintenues avec les États-Unis jusqu'à la toute dernière minute. Moi, c'est la veille que l'on m'a annoncé qu'il y avait une entente et que ce serait annoncé incessamment et que ce serait, et ça c'était important, mis en œuvre très rapidement. Parce que, imaginez un seul instant, si on nous avait annoncé vendredi dernier qu'il y avait cette entente pour la renégociation et qu'on allait la mettre en application seulement dans 2 mois, par exemple, ça aurait créé un afflux important de demandeurs d'asile qui auraient voulu profiter de cette fenêtre d'opportunité pour entrer au Canada. Mais avec une mise en application le soir même, ça, on a vraiment agi de manière très rapide, et ce qui a évité ce type de problème. Le premier ministre Legault s'est empressé de dire que c'était une excellente nouvelle en réaction vendredi. Est-ce que vous croyez que parce que le problème du flot de migrants s'était étendu en Ontario est en voie finalement de devenir un problème national, pensez-vous que ça a accéléré la décision? Sans en être complètement certaine, je pense que ça a contribué à faire en sorte que cet enjeu soit devenu prioritaire. Nous, on avait exprimé nos demandes depuis très longtemps pour que cet enjeu soit négocié lors du sommet Biden-Trudeau. Maintenant, à partir du moment où, à la mi-février, le gouvernement canadien a commencé à redistribuer une beaucoup plus grande part des demandeurs d'asile vers d'autres provinces, je pense que ça a contribué à
permettez-moi l'expression, canadianiser l'enjeu, au sens où ce n'était plus que le Québec qui avait des préoccupations quant à sa capacité d'accueil et d'accompagnement de ces demandeurs d'asile, mais il y avait également plusieurs villes du côté de l'Ontario qui étaient aux prises avec le même enjeu. Et dans les Maritimes aussi, ils ont commencé à en recevoir. Donc, bref, on a fait en sorte que d'autres provinces tiennent le même discours que le Québec. Et je pense que ça a certainement contribué à faire en sorte de prioriser encore davantage cet enjeu. En ce qui a trait maintenant aux détails de la modification de l'entente sur les tiers pays sûrs, qui fait que finalement que l'entente s'applique maintenant à tous les postes frontières canado-américains, même les non officiels, comme le chemin Roxham. En contrepartie, le Canada s'est engagé, on le sait, à recevoir 15 000 migrants de plus par année. Le Québec s'attend à recevoir combien de ces 15 000 migrants? Bien, il faut voir que le Québec a déjà reçu une très, très grande part des demandeurs d'asile qui sont arrivés au Canada depuis 1 an et demi. Cette part, en fait, des demandeurs d'asile que l'on a reçus est bien, bien au-delà de notre poids démographique au sein du Canada. Alors, nous, on veut se concentrer sur l'accompagnement des dizaines de milliers de personnes qui sont arrivées en territoire québécois. Vous savez, une fois qu'ils arrivent sur le territoire québécois, c'est là que le travail commence pour nous, au sens où il faut les accompagner avec des organismes d'accompagnement, de francisation, également d'intégration, faire en sorte aussi qu'ils aient accès aux espaces d'habitation dont ils ont besoin, faire en sorte que les services de santé, les services d'éducation, si c'est requis, soient au rendez-vous. Donc, il y a tout un écosystème qui se met en place. Et cet écosystème-là a été sursollicité du fait de l'arrivée très, très importante des demandeurs d'asile au cours de l'année 2022 et début 2023 également. Donc, nous, on veut se concentrer sur l'accompagnement de ces personnes-là pour faciliter leur intégration et leur donner la qualité de service auquel ils ont droit. Donc, pour ce qui est des 15 000 personnes additionnelles, nous, on est d'avis que les autres provinces devraient être mises à contribution pour les recevoir, considérant l'apport déjà énorme qu'a offert le Québec en termes d'accueil des demandeurs d'asile entrés de manière irrégulière. Les autres provinces doivent faire leur part. Toujours sur les détails de cette modification à l'entente sur les tiers pays sûrs, les migrants qui sont arrêtés au Canada dans les 14 jours après avoir traversé la frontière vont être foulés au sud, donc vers les États-Unis. Mais est-ce que ça veut dire que si un migrant est intercepté 15 jours après son arrivée, il va pouvoir demeurer au Canada? Qu'est-ce que vous en comprenez, vous, au Québec? Bon, mais ma compréhension est encore préliminaire au sens où on m'a dit que les détails restaient à être précisés, mais ce que vous évoquez, c'est ma compréhension, effectivement. Maintenant, la mise en œuvre de cette mesure-là, ça va être assuré par le Québec et ça va être assuré par le Canada et on m'a avisé, Monsieur Fraser m'a avisé que davantage de précisions seront disponibles au cours des prochaines semaines ou mois, je ne sais. Oui. Mais voilà, toujours est-il qu'il y a pas encore tous les détails, je crois, qui soient ficelés autour de ce concept. Oui. Entre-temps, on sait que les organismes communautaires au Québec, surtout à Montréal, étaient débordés, à bout de souffle, à bout de ressources devant ce flot incessant de migrants qui entraient par le chemin Roxham. Vous parliez il y a un instant de tout ce travail d'accompagnement. Quand vous attendez-vous à ce que l'impact se fasse sentir sur le milieu communautaire au Québec? Eh bien, l'impact se fait déjà sentir. Et d'ailleurs, je veux saluer le travail colossal qu'a fait le milieu communautaire pour accompagner les demandeurs d'asile arrivés en très, très grand nombre et d'une manière non planifiée. Ça fait partie, ça, des éléments qui étaient problématiques, le fait qu'on ait reçu d'une manière non planifiée, en très grand nombre, dans une courte période de temps et dans une zone géographique très concentrée sur Montréal, tous ces demandeurs d'asile. Et voilà, les groupes sont à bout de souffle et ils ont besoin d'oxygène. Et moi, je tiens à ce que, justement, on leur donne cet oxygène pour leur permettre de se stabiliser. Et il en va de même pour les services gouvernementaux qui sont offerts aux demandeurs d'asile. Eux aussi sont très pressurisés. Alors, il faut entrer dans une période d'accalmie, je crois, pour faire en sorte que les choses se placent adéquatement et que les personnes qui sont arrivées au Québec puissent s'y établir suivant des standards de qualité élevés. Christine Fréchette, ministre de l'Immigration au Québec. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. À une prochaine. Au revoir.